Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de En roue libre avec mes confrères, consoeurs, complices. Salut Pierre. Salut Malolo. Ça va bien? Ça va pas mal. Oui, l'œil qui frise de bonheur. Parce que je raconte des bêtises depuis le début. Juste avant qu'on prenne l'antenne. Victorine est avec nous également cette semaine. Bonjour Victorine. Bonjour, ça va? Bah, très bien. Vic, hein? Oui. On t'appelle Vic, moi j'adore, ça me fait penser à la boum. Moi je l'appelle Vicky. Vicky Ah, la c'est belle vie. mignon Je sais aussi. pas pourquoi. Vicky la belle vie, c'est joli Ouais. aussi. Et puis on retrouvera bien sûr Gabin dans le courant de cette émission. Maître Attal viendra nous rejoindre. Et puis le vrai du faux, puisqu'on va parler d'un sujet important, c'est l'état des équipements routiers dans notre beau pays. Et nous aurons bien sûr les invités qu'il faut pour en parler. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par l'actu dans le rétro. Et que s'est-il passé cette semaine? Vic, on commence tout de suite avec les fameuses voitures Lapi. Oui, donc depuis le 1er janvier 2025, les radars électriques équipés de lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation. Ça c'est les voitures qui circulent, tu sais, avec Ce qu'on les, appelle les... avec les GoPro voitures au-dessus là. Lapi. Voilà, Voilà. les voitures Lapi. Voilà, Et ou qu'on appelle nous les sulfateuses. Ça. Voilà, également. Donc elles ont la possibilité maintenant de croiser les fichiers des personnes qui sont assurées et de ceux qui ne le sont pas. Donc concrètement, ça veut dire que si vous roulez et que vous êtes en infraction avec votre assurance auto et que vous croisez un radar ou une voiture Lapi notamment, eh ben vous serez Potentiellement en verbalisé. infraction. Voilà. Plus que verbalisé pour le coup, parce qu'évidemment, il y aura C'est un la délit. première verbalisation. Ouais, c'est ça. Ah, je comprends. C'est-à-dire, attends, on va Si remettre tu les es choses pris en à plat. infraction, Si tu es pris en infraction, ouais, on croise le fichier, elle te repère. et c'est ça, Ok, donc il y aura double et verbalisation. il y aura une double verbalisation. Mais surtout, en plus de ça, n'oublions pas, la conduite sans assurance, c'est un délit. Mm-mm. Et là, c'est potentiellement passage devant un tribunal derrière, potentiellement des gros ennuis. Allez, on va rappeler quand même, hein, les personnes non assurées, c'est 2 fois plus de probabilité d'accident que ceux qui sont assurés. Et puis moi, tu sais, moi j'aime bien défendre la France qui s'arrête au feu rouge, comme me disait Romain Desarbres à l'époque sur CNews. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que si ces gens s'assuraient, peut-être qu'on pourrait espérer, nous, une petite baisse de la prime d'assurance. Ou au moins que ça monte pas. Mm. Et ça serait plutôt pas Ça mal. serait plutôt bien. Ah ouais, donc c'est quand même une grande nouveauté. Là, c'est Depuis le 1er janvier 2025. Voilà, Ah, c'est la ok. possibilité donnée. Alors, c'est pas encore systématiquement fait, mais la possibilité est là. Ok. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement avoir cette mauvaise surprise pour celui qui roule sans assurance. Donc, petit conseil, hein, quand même, Ah. je vous le rappelle, la conduite sans assurance, c'est hyper dangereux. Et derrière, si vous avez un accident responsable alors que vous n'étiez pas assuré, les conséquences sont terribles. Et c'est quand même aussi un peu Big Brother watching you de plus en plus. Hein. Ouais, mais là, là-dessus, Non, mais là, tu sais quoi, sécurité, pour une non, fois, non, bien sûr. Ah ouais. pour une fois, ça me gêne pas. Mm. Autant la voiture Lapi qui vient surveiller si Ouais. t'as pas 3 minutes de retard sur ton Non. stationnement, je la supporte On pas. n'aime pas. Mais là, pour le coup, repérer les gens qui sont pas assurés, je trouve que c'est pas mal, quoi. Si à la limite on avait inventé les radars que pour ça, Ouais, ce serait pas plus mal. ce serait plutôt pas mal. Ouais. Et ben voilà, vous êtes donc informés, entre autres grâce à notre émission En roue libre. Tiens, Pierre, retour des ZFE. Oui, alors ça va être voté, devine quand. Alors, bon, allez, je vous refais un petit peu Oui. l'histoire. L'abrogation des ZFE, elle a été votée en commission à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que là, avec notamment une partie de la gauche s'était abstenue, le RN et les Républicains de leur côté avaient voté en faveur de l'abrogation pure et simple des ZFE, et donc en commission c'était OK. Il faut une validation dans l'hémicycle, dans l'Assemblée. Cette validation, elle devait intervenir avant les vacances. Bon, 2500 amendements, autant te dire que... C'est clair. Ah, quelles vacances d'ailleurs? Pâques? Celle-ci. Oui, voilà. non, ouais. Donc autant te dire que là, ça s'est pas fait. Donc le texte va être étudié dès le retour, donc dès mardi à l'Assemblée nationale. Il va revenir sur le tapis. On va pouvoir étudier le texte de la simplification de la vie administrative. Ah, ok. Et dans ce texte, il y a l'article 15 d'abrogation des zones à faible émission. Ok. Donc ça veut dire que concrètement, là on est dimanche, cette semaine devrait être votée l'abrogation ou pas des zones à faibles émissions. Alors on fait un peu l'échiquier. On a une ministre de la Transition écologique, Ah, ah. Agnès Pannier-Runacher. Elle y tient à ces ZFE. Mais bon, elle y tient, mais elle y tient pas fort. Hein. Elle commence à la chouiller un petit peu la main. On a Philippe Tabarot, le ministre des Transports, qui lui n'y tient pas. On a un gouvernement qui n'a pas intérêt à mettre de l'huile sur le feu des Français alors que tout le monde a l'impression que les ZFE sont tombés. On a une Assemblée nationale qui est divisée, avec toute la droite qui veut abroger les ZFE. La question qui se pose, que va faire
la partie gauche de l'hémicycle. Le Parti socialiste a déjà annoncé qu'il ne votera pas l'abrogation. J'ai du mal à comprendre, je comprends pas. Que va faire la France insoumise? Je ne sais pas. Que vont faire les écologistes? Je ne sais pas. Donc il y a quand même un point d'interrogation. Mais mon petit doigt me dit que nous, on a une stratégie. Donc allez, je reste confiant et puis réponse la semaine prochaine. Évidemment, je vous tiendrai au courant par les médias, mais aussi par 40 millions d'automobilistes sur le site Par Toi, qu'on retrouvera évidemment sur tous les plateaux télé. Il y a des chances et c'est possible. tous les micros Je de vais être radio. parisien la semaine prochaine. Bon, vous l'avez compris, c'est pas fini, mais on se rapproche quand même petit à petit du jour J, où on va savoir ce qu'on fait vraiment de ces ZFE. Merci beaucoup Pierre. Victorine, tu reviens aussi dans cette émission, mais tout de suite, eh bien, c'est Maître Attal que nous allons retrouver avec notre rendez-vous permis, pas permis. Et notre avocat spécialiste en droit routier est avec nous. Bonjour, Maître Ingrid Attal. Ah non, c'est pas moi, d'accord. Bonjour Laurence, bonjour Pierre. Un sujet qu'on a voulu aussi sur le rapport automobiliste-piéton aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué le partage de la route en ce moment. Et puis, on a gratouillé un truc du côté de 40 millions d'automobilistes et tu vas nous aider, Ingrid. Il est possible de verbaliser un automobiliste sur un refus de priorité aux piétons, y compris s'il ne traverse pas sur le passage piéton. Ah, et là, ça nécessite d'expliquer un peu parce que c'est compliqué. Le piéton, il faut comprendre qu'il a quand même dans le code de la route un statut privilégié. Privilégié, c'est considéré comme des gens qui sont vulnérables sur la route, auxquels il faut bien évidemment prêter une attention toute particulière. Pas de carrosserie autour, il n'y a rien. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont un statut, même en cas d'accident de la route, très particulier. Et donc, ils sont tenus, parce qu'ils ont quand même des obligations de traverser sur le passage piéton, mais c'est vrai que s'il s'engage sur le passage piéton et que l'automobiliste, j'ai envie de dire, ne prête pas attention à sa présence sur le passage piéton alors qu'il est quand même à un moment c'est à lui de traverser, la verbalisation est rude parce que aujourd'hui il y a eu un changement dans la réglementation, mais ça fait déjà quand même un certain temps. Aujourd'hui, un refus de priorité à un piéton qui est engagé sur le passage piéton, c'est 6 points sur le permis de conduire. Moi j'ai vu que c'était C'est même 135 l'intention. C'est 135. Dès lors qu'il manifeste son intention en fait de s'engager sur Même s'il est encore sur le trottoir et qu'il manifeste son intention de traverser sur le passage piéton, l'automobiliste qui quelque part va quand même traverser alors qu'il avait marqué son intention de le faire, il peut être verbalisé. Donc, et la sanction, elle est... Alors, c'est pas en soi le montant de l'amende. L'amende, c'est 135 €, mais c'est la perte de points. Non, puis... Avant, c'était 4 points. Maintenant, c'est 6 points. Et 6 points, c'est comme une alcoolémie au volant, un refus d'obtempérer, un délit de fuite. C'est-à-dire que vraiment, on a voulu accorder, en modifiant ce texte, une attention toute particulière à la traversée du piéton. Voilà. Ça peut s'entendre. Ouais, non, mais ça ah peut oui, s'entendre. mais bien sûr. Moi, je l'entends sur le piéton engagé. Ce qui me choque un petit peu dans le texte, c'est le piéton qui manifeste. Oui, c'était un piéton régulièrement engagé sur la chaussée. Alors le problème, c'est qu'on en revient toujours au même problème. C'est-à-dire que l'agent verbalisateur va dire il a refusé la priorité. Alors que des fois, tu peux pas t'arrêter. Voilà, c'est-à-dire que, alors c'est vrai que après, c'est à nous de démontrer, c'est toujours le même problème. La preuve qu'effectivement, on était engagé, c'est-à-dire que l'automobiliste pouvait passer, mais c'est très compliqué à rapporter. Mais je vais vous dire un truc, la majorité des PV aujourd'hui en refus de priorité de piéton, et ça m'agace un petit peu, c'est que ce sont des PV à la volée. Alors, on explique ce que c'est qu'un PV à la volée. Les PV à la volée, c'est les PV sans interpellation. Donc le policier voit un piéton qui fait comme ça, qui s'avance, qui s'engage un peu, il voit un automobiliste qui peut-être va continuer dans sa lancée, je veux dire, au niveau sur la route, et va verbaliser sans l'interpeller. C'est-à-dire on le reçoit à domicile. Vous le recevez à domicile. Il prend juste la plaque d'immatriculation. Il prend juste la plaque d'immatriculation. Et c'est vrai que beaucoup de refus de priorité sont verbalisés de cette manière-là, notamment dans Paris. Alors, cas d'école. Le feu est vert pour les automobilistes. D'accord ? Oui. On roule en voiture. Ouais, mais le piéton manifeste tout de même une intention. Oui, il y va, il commence à y aller. Alors, le feu est vert pour nous, automobilistes. Mais on n'a pas fait gaffe. Ça arrive, parce que des fois tu as le droit. D'accord, mais malheureusement, en cas d'accident, voilà, c'est... vous pouvez verbaliser, il peut être verbalisé, oui, bien sûr. Ouais. Même s'il est tenu... au moment où il est quand même tenu, parce que lui peut être verbalisé, le piéton, s'il ne respecte pas le petit bonhomme rouge. Le petit bonhomme rouge. Moi non plus, j'en ai jamais vu, mais c'est prévu.
Ça voudrait dire, pour conclure, que... En tout cas, il faut comprendre une chose dans le code de la route, ils sont prioritaires. Et donc, en tant qu'automobiliste, le réflexe qu'on doit avoir, on s'approche d'un passage piéton. Alors évidemment, s'il n'y a personne, non. Mais s'il y a du monde qui est sur le bord de la route, on ralentit. Bah, on ralentit, on fait attention et on Même si c'est essaye à de nous de passer. devancer un peu les intentions, Ouais. puisqu'on sait en plus que la spécialité, on va dire, des Français, c'est toujours de traverser au passage piéton, même quand c'est pas eux de traverser. Et puis en Et tribu, c'est là. ce qu'on voit pas vois. forcément dans d'autres pays. Moi, c'est Mais, ça qui me fait tilter. ouais. C'est-à-dire que un piéton qui Non, mais c'est un manifeste son manifeste, non, un intention. piéton qui est régulièrement engagé. Donc, il faut quand même Ah, qu'il y ait oui. une Ah, démarche. qu'il soit- D'accord. C'est Ah pas oui. je vais faire comme ça, Ah oui, je vais d'accord. commencer à peut-être D'accord. un ou deux pas, Ok. D'accord, oui. et je vais montrer quand même mon engagement D'accord, ok. à vouloir traverser sur le passage piéton. Mais Et ben attention, voilà. et je veux quand même me rappeler que dans Pour les grandes conclure. villes, par exemple, ou alors des centres commerciaux, tiens, je pense au centre commercial Atoll, pas loin d'Angers, par exemple, j'ai ça en tête. Tu as des piétons qui circulent tout le temps. Et donc en fait, il y a un moment où la voiture, il faut bien qu'elle s'engage un petit peu, parce que sinon, il y aura toujours des piétons. Après, sans vous arrêt. n'avez pas non plus des agents verbalisateurs postés devant Heureusement. chaque passage piéton, heureusement. Ah non, mais moi, ce qui C'est- m'hallucine, c'est- et on va conclure là-dessus, c'est à la volée. Enfin, que les agents Ah oui, il y en a à plein. la Il volée. y en a plein. J'en ai Mais- encore contesté un la semaine dernière, il y en a plein. Et c'est Et contestable. ça compte- Bah, c'est le même système que les radars, pas vu, pas pris. C'est-à-dire. Ah Bah, c'est à eux de rapporter la preuve de l'auteur de l'infraction, ce qui permet d'éviter la perte de points. Et donc, de temps en temps, ça arrive qu'on prête nos voitures. Et bah tout à fait. Voilà. Voilà, parce qu'effectivement, on n'est jamais sûr de la personne à qui on a prêté sa voiture. C'est vous qui le dites. Merci beaucoup, Voilà. Maître Ingrid Attal, avocat spécialisé en droit routier et avocat aussi de 40 millions d'automobilistes. Quant à nous, eh bien, on continue notre émission et après avoir compris un peu plus de choses sur le piéton ou l'automobiliste, est-ce que vous savez que des fois, derrière les panneaux de signalisation, il y a des étiquettes particulières? C'est Gabin qui nous rejoint et il nous explique tout ça. Si vous nous rejoignez juste maintenant, merci d'être ici pour En roue libre. Vous pourrez regarder évidemment en replay tout autant que vous en avez besoin et envie cette émission dès son début. Et évidemment, on vous propose de réagir. Vous pouvez nous écrire sur les commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, vos réactions, vos questions, les sujets que vous voulez qu'on aborde en commentaire sur notre page YouTube. Gabin nous rejoint et Gabin nous rejoint avec ce rendez-vous. C'est quoi ce truc? Bah alors, c'est quoi ce truc? Bah, c'est quoi ce truc? Bon, déjà, ça va les filles? Oui, très bien. Bon, alors c'est quoi ce truc? Aujourd'hui, on va parler des étiquettes qui sont au dos des panneaux. C'est peu connu, mais d'abord, je vais faire une petite mise en contexte. Donc, le but d'un panneau, c'est quoi? Parce que c'est vrai que dans toutes les chroniques de C'est quoi ce truc, j'ai vraiment jamais parlé de ce qu'était le but d'un panneau. Et ben, c'est être vu et lu par tous, peu importe l'âge, par tous les temps, nuit comme pluie. Et il existe deux grandes familles de panneaux. Vous les Nuit, connaissez? jour, pluie, beau temps. Peu importe, Gel, qu'ils soient vus tout le temps. tout le temps. Est-ce que vous connaissez les deux grandes familles de panneaux? Les triangles et les ronds. Non, c'est assez simple, c'est les panneaux directionnels, donc qui donnent la direction, et les panneaux dits de police, donc les panneaux vitesse, ceux qu'on a principalement appris lors de nos apprentissages au permis ou au code. Donc les panneaux, ils ont, pour qu'ils soient vus tout le temps, un film rétro-réfléchissant, donc qui permet de réfléchir au mieux le panneau Ah, ils réfléchissent, eux? par rapport à certains sur ce plateau, non. Je l'aurais pas osé, Gabin. pour que le panneau soit vu par les phares de véhicules. Et en fait, ces films rétro-réfléchissants, il y en a trois types. Il y a la classe 1, donc celle qui est visible à 100 mètres, celle qui est obligatoire sur tous les panneaux. Elle a une durée de vie de 7 ans. Ensuite, il y a la classe 2 qui est recommandée à minima partout en France, et celle-ci, elle est visible à 250 mètres. Et ensuite, on a la classe 3. Donc, c'est des panneaux micro-prismatiques avec une très bonne visibilité jusqu'à 500 mètres Wow. et qui ont une durée de vie de 12 ans. Waouh, je savais pas tout ça, mais j'apprends des choses. Et ouais, on a de la chance d'avoir des Gabin, experts on a de qui- la chance d'avoir Gabin qui qui nous viennent raconte juste tout après. ça. Et donc, grosso modo, la durée de vie d'un panneau, c'est entre 7 à 12 ans. Donc, en fonction de la classe du film rétro-réfléchissant. Et donc, si le panneau a plus de 20 ans, et ben à coup sûr, on le verra plus à cause du climat, il va être altéré, abîmé. Et donc, comment savoir l'âge d'un panneau? Et Ah c'est là qu'on arrive sur la petite étiquette dont je vous parlais au début. Et ben en fait, dans chaque ville, derrière votre panneau, il y a une petite étiquette. Et donc, cette petite étiquette de l'ASCER, elle stipule l'âge du panneau et si celui-ci est temporaire ou permanent. Et on a fait une petite surprise aujourd'hui dans la chronique, c'est qu'on a Un panneau. Oh, il est beau. qui nous a été prêté par le Sans SCR. giratoire? C'est ça. Bon, vous inquiétez pas, on l'a pas volé dans la rue, on n'a pas besoin de... Est-ce qu'on voit bien comme ça? Est-ce qu'on voit que ça bouge, la luminosité, enfin le côté réfléchissant? Ah, c'est génial. Oh,
Et alors du coup, c'est la première fois que je vois un panneau d'aussi près. Et ouais. Et donc, ça se passe derrière. Je sais pas si vous voyez les Ouais. filles, on vous mettra à l'écran. Hop. Il y a cette petite étiquette. Et sur cette petite étiquette, en bas à droite, il y a l'année qui est de 2016. Donc ça veut dire que c'est son année... non, en 2008, et il était bon jusqu'en 2016. Non, il est de 2016, donc il a bientôt 10 ans. Ah ok. Et donc celui-ci, s'il a une durée de vie de 12 ans, donc ça va Ça faire va. pour lui, mais au-delà, il faudra le faudra. changer. Mais en fait, c'est sa date limite de consommation. C'est quoi. ça, en gros. C'est un ouais, peu c'est comme sur les yaourts. ça. Ouais, c'est ça. Et je savais pas tout ça, tu savais, Victoria? Moi non plus. Mais bon, super Gabin. Et en plus, c'est vachement léger. Et donc en conclusion, bah, si vos panneaux datent de 1989, il y a de fortes chances qu'ils soient plus visibles. Alors, du coup, ce panneau veut dire, ici, j'ai l'intelligence de ma tête, mais j'ai aussi l'intelligence de mon estomac qui revient sur l'intelligence. Non, je rigole. Ou alors c'est quand je suis très fatiguée que ça tombe dans tous les sens. Ah, c'est génial, c'est super léger en plus. Bon, bravo. Eh bien, j'ai appris des choses. Merci beaucoup. Allez, après, c'est quoi ce truc? Je pense qu'on va beaucoup moins apprendre de choses, quoique. Il y en a un qui arrive et ça le gonfle beaucoup ce qui vient. Il nous a rejoint, ça le gonfle, et je crois qu'il n'y a pas que les roues des vélos qui vont être gonflées, Pierre. Ouais, ce qui me gêne, là ça me gonfle vraiment. Ah bah pourquoi ça se voit. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais déjà parlé dans cette émission de mon problème, de ce que j'ai, en tout cas intellectuellement, je ne comprends pas que quelque chose qui puisse avoir un moteur se trouve dans une voie cyclable. Ah, tu parles des vélos, on est bien d'accord. Et je parle des vélos électriques. Électrique. Pour moi, un vélo électrique, lorsqu'il est lancé à 25 km/h, ce qui est quand même un niveau, tenir 25 km/h sur une heure, c'est quand même un cyclisme amateur. Hein, c'est un cycliste amateur, c'est quand même quelqu'un qui a une bonne forme. Ouais, c'est pas le cyclisme du dimanche. C'est ça. Sauf qu'on se retrouve avec des gens qui achètent un vélo électrique, qui prennent les voies cyclables. C'est dangereux. À 25 km/h, je ne suis pas encore parti en vacances. Qu'est-ce que j'ai vu? J'en ai encore ramassé par terre, hein, parce qu'ils tombent et qu'ils ne savent pas gérer 25 km/h sur un vélo. Mais alors là où je tombe à la renverse, c'est qu'on est en train de préparer un changement de réglementation pour pousser par le haut la puissance des vélos électriques. C'est-à-dire grosso modo qu'on passe de 600 watts à 750 watts d'assistance électrique. Ça me pose un souci. Parce que là, on va se retrouver avec des engins qui sont plus des vélos, qui sont Des des... scooters électriques. Ouais, pour moi, c'est ça. On est plus... Alors ok, il y a les pattes qui bougent un peu, mais pas trop. Hein. Certains, t'as plus besoin. Parce que l'assistance électrique, t'as déjà fait de l'assistance électrique sur un vélo? Non. Non? Eh ben c'est simple, dès que tu pousses, mais une demi-seconde, hein. Le vélo, il se barre. Alors si tu t'accroches bien, toi, tu vas rester dessus, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais en soi, propulser quelqu'un à une vitesse de 25 km/h dans une voie cyclable, où la plupart de ces gens ne savent pas faire de vélo, quasiment. J'en ai vu, ils pédalent avec les talons. Non mais je déconne pas. C'est-à-dire qu'ils pédalent avec les Ouais, talons. c'est ça. Alors on rappelle quand même, ça c'est le pied, Il faut hein, le mettre on là. pédale là. Hein. Voilà. C'est pas, Pédale pas sur ici, le c'est pas dans le devant du milieu, pied. c'est là. Hein. Voilà. Donc ils ne savent pas pédaler, ils tombent. Il y a des gamins à côté qui apprennent à faire du vélo. Ils peuvent pas parce que d'un seul coup, ils ont quelqu'un qui arrive et qui se prend pour Tadej Pogacar du jour au lendemain parce qu'il se retrouve propulsé à 25 à l'heure. Moi, j'ai un problème avec ça. Bravo pour la flèche wallonne. Donc, Et bravo à notre numéro 2, hein, Oui. le jeune français. Là. Ouais. Moi, ça va me poser un problème. Donc, je veux véritablement qu'on revienne un peu sur la réglementation et qu'on se pose une question fondamentale. Est-ce qu'il est normal que dans une piste cyclable, on ait des gens qui se trimballent avec des moteurs de 750 watts? Franchement, non. Ça paraît évident. Mais non. je comprends d'autant plus ta position, c'est que j'ai entendu dernièrement qu'effectivement il y avait des gens qui réagissaient sur le fait que les vélos électriques étaient trop puissants, allaient trop vite et qu'il fallait les brider. Alors je vais aller plus loin. Figure-toi que là sur ma fameuse piste cyclable à 7, hein, pour ceux qui me cherchent, c'est là-bas que vous allez me trouver. C'est le vélo à 7, mais la ville de 7. Voilà, quelque part entre Metz, Ballaruc, 7, Frontignan, Marseillan, c'est là que vous allez me C'est trouver. sa région coup de cœur. Voilà. Il y a une magnifique piste. Cette piste, elle est limitée de manière un peu abusive, j'avoue, à 10 km/h, ce qui en soi n'a pas de sens. Mais c'est parce que le message qu'on veut envoyer aux gens, c'est que soit on roule vite, et dans ce cas-là, on prend la route, soit on se promène, et il y a des gamins, et dans ces cas-là, on roule pas trop vite, à 10-15 à l'heure. Donc tout ça, moi, ça me va, il n'y a pas de souci, ça on comprend. Le problème, c'est que là, le vélo électrique, on les retrouve dans ces pistes, et déjà, de base, ils vont à 25. Ouais. 25 km/h. Et si on augmente, grâce à cette fameuse réglementation qui vous gonfle, Pierre Chasseret, On va à 750, on va donc augmenter la vitesse possible. la vitesse potentielle, ou alors il sera bridé à 25 et il tiendra à 25 beaucoup plus longtemps. Ouais. Mais donc dans ces cas-là, pour moi, on n'est plus dans un vélo. Puis bridé à 25, il y en a qui vont débrider, ça a toujours été comme Tu ça. veux que je te fasse marrer? Vas-y. J'ai cherché un vélo acheté d'occasion pour ma fille.
Et j'ai vécu un moment extraordinaire. Je vois un joli vélo qui était joli sur le Bon Coin, Good Corner, on va pas citer la marque. Et quand j'arrive sur le site, je demande au monsieur les renseignements sur le vélo, etc. Moi, je voulais savoir en quoi il était équipé, quoi, grosso modo. Et lui, il me dit attention, c'est un vélo musculaire. Ah oui. Avec les jambes. Donc je lui réponds excusez-moi, c'est quoi un vélo musculaire? Et il me dit bah, c'est pas un vélo électrique. Vélo musculaire. Je lui ai pas acheté son vélo. Parce que je me dis, mais depuis quand un vélo, c'est devenu maintenant, il faut dire que tu as un vélo musculaire. Non, tu as un vélo ou tu as un espèce de truc là. Vélo ou vélo électrique. Qui se branche. Mais pour moi, ça, c'est pas un vélo. Un vélo, c'est un truc, quand tu te mets dessus, bah, ça fait mal aux pattes à un moment donné. Sinon, c'est pas un vélo, ça s'appelle un espèce de truc pour se promener sur la route. Donc non, à 25 à l'heure, je le redis et je le répète, ça n'a rien à faire dans une piste cyclable, absolument rien. Voilà. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, ça le gonfle. Vélo Cette musculaire, histoire de réglementation, de pouvoir passer les vélos électriques à 750 watts et non pas ce qui sont déjà aujourd'hui pour toutes les conséquences de vitesse et de dangerosité et qui vont suivre sur les pistes cyclables. Merci Pierre. Tu sais quoi? Tu restes là parce que le sujet qui suit, c'est le vrai du faux. Et on va recevoir notre invité. Notre invité, c'est tout simplement SER, le syndicat des équipements routiers. Et on va faire un point sur la dégradation de ces équipements routiers avec le président du syndicat. A tout de suite. Nous voici arrivés dans notre rendez-vous, le vrai du faux, et nous allons parler de l'état des équipements routiers, puisque c'est une véritable réalité. Pierre, on a vraiment voulu ce sujet parce que de plus en plus, on le voit, tout se dégrade. Alors, déjà, petit scoop. Dans quelques semaines, on va lancer une application mobile qui vous permettra de pouvoir signaler directement tout ce qui ne colle pas sur la route au niveau des équipements routiers. Parce que pas simplement le bitume, on est d'accord. Hein. Parce qu'on parle toujours de cet enrobé, du fameux nid de poule. Ouais, mais levons un petit peu les yeux sur les côtés. Qu'est-ce qui va sauver des vies? Alors, le revêtement, bien évidemment. Puis il y a les glissières de sécurité qui descendent jusqu'en bas pour les motards, les écrans moto. La signalisation. Les feux. Le marquage au sol. Est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on ne le voit pas? Les feux, les panneaux. En fait, tout ça est en train de se dégrader en France. On le sait, on ne fait rien. Donc je vous promets que d'ici quelques jours... On en reparlera. On en reparlera avec notre invité. Mais ça sera chouette et on aura enfin quelque chose qui permettra d'être relié directement aux préfectures, aux instances qui dirigent pour faire en sorte qu'on puisse tout de suite agir. C'est pas quelque chose, c'est pas un simple truc pour dénoncer. Il faut derrière pouvoir agir pour qu'on puisse refaire. On est d'accord. Donc l'appli s'appellera J'ai mal à ma route et évidemment on en reparlera dès que c'est prêt. À nos côtés, pour parler de ce sujet extrêmement important, nous recevons Ali Adam, qui est donc le président du fameux SER, syndicat des équipements routiers. Bonjour, monsieur Adam. Bonjour, Laurence. Est-ce qu'on peut un peu plus expliquer ce qu'est le SER? Alors, le SER est un syndicat professionnel qui regroupe environ 120 entreprises, tous acteurs des équipements de la route. Donc, on se positionne comme des experts au niveau de ces équipements, à commencer par les panneaux de signalisation, que ce soit les panneaux de police, directionnels, les produits de marquage au sol, la peinture routière, le passage piéton, les dispositifs de retenue, les glissières de sécurité par exemple, le balisage, donc les cônes, les séparateurs de voies que nous trouvons autour des travaux de métro, de tramway par exemple dans les villes, les protections acoustiques, les murs anti-bruit, etc. Et enfin donc tout ce qui touche la mobilité digitale, les feux tricolores, piétons, les contrôleurs de carrefour. Et notre objectif, c'est d'agir sur tous ces équipements, d'abord pour les faire évoluer, pour améliorer leur performance, leur durabilité, et répondre à l'évolution de la mobilité avec toute la mobilité, parce qu'on ne parle pas que sur la route, il y a le trottoir, bien sûr, mais aussi la mobilette, le piéton. Oui, les bus, les SUV, les camions, voilà, la totale. Tout ce qui emprunte les routes ou les trottoirs. Imaginez la mobilité il y a 50 ans et aujourd'hui, le nombre d'acteurs, le type de mobilité, bien effectivement. Sûr. Et notre objectif, bien évidemment, c'est d'intervenir sur tous ces équipements qui permettent à tous les acteurs de la mobilité de se comprendre, que chacun trouve sa place, sa position, comprendre ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et pour la petite histoire, Pierre, ça a été créé en 1981, à un moment de l'histoire de la mobilité en France, qui était quand même très
dangereuses. Il y avait déjà plus de 18 millions de morts sur les routes. Enfin, il y avait pas mal de choses qui ont beaucoup évolué depuis. 18 millions, ça fait beaucoup pour la France. Alors, hein. c'était pas 18 millions. C'était 18 000 dans les années 18 000, 72. à peu pardon. près. Oui, c'est Voilà, ça. mais- Oh là là. 18 millions, Tout un gros, pays. c'est une épidémie. Oui, 18 000. Pourquoi j'ai dit 18 millions? Alors, pour résumer, en fait, vous vous occupez de tout ce qu'il y a dans le code qu'on doit apprendre pour avoir les bons aux 40 questions. Tout à fait. En fait. Avec l'objectif d'améliorer les performances des équipements pour répondre à toutes les nouvelles exigences, là, typiquement le vieillissement de la population. On a besoin de panneaux aujourd'hui plus visibles qu'il y a 50 ans. On par en a exemple. parlé juste au début, hein, du Voilà. côté très réfléchissant. Voilà, typiquement, donc voilà, toutes les innovations, et puis on travaille bien évidemment avec aussi bien l'administration centrale, le ministère, et également les collectivités, les gestionnaires de routes, d'autoroutes, etc., pour répondre aux besoins donc, de toutes les mobilités. Alors, je voudrais qu'on vienne maintenant au cœur du sujet, Pierre, si tu le veux bien, c'est la dégradation de ces équipements. Ah oui. Depuis combien de temps voyez-vous une différence? Parce qu'il y a quand même une époque où on était premier, la France était premier. Il y a 15 ans, Laurence, la France était Première, classée pardon. comme le premier réseau routier en termes de qualité. Il faut voir qu'il y a 15 ans, donc il y a 10 ans, on est passé de la première place à la 8e. Et aujourd'hui, en 2024-25, on est plutôt 18e, 20e. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation continue de la qualité de nos routes et des équipements de la route. C'est ça, en fait, c'est un fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là. Ça ne Non, se non, bien discute sûr. pas. C'est-à-dire, c'est dire que l'état du réseau routier français s'est dégradé. C'est pas juste une étude prospective qu'on aurait réalisée comme ça sur un coin de serviette dans mon bureau. Non, c'est un fait qui a été mesuré par des études internationales et qui constate que la France, et là où c'est dramatique, moi je vais vous dire ce qui me gêne, c'est que les numéros 1 de la route, on les a en France pour la plupart. Et on a les premiers acteurs, on est une référence sur les marchés internationaux, et c'est le cordonnier qui devient le plus mal chaussé. Alors j'aimerais bien qu'on ait des jolies chaussures à nouveau, parce Bien que... sûr, mais comment on explique ça en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus de budget? Ouais, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. C'est ce qu'on nous dit, et il faut voir qu'effectivement, la route et ses équipements est en quelque sorte un paramètre d'ajustement quand des collectivités ou des départements ont géré des priorités, y compris sociales bien sûr, etc. À la fin, on regarde qu'est-ce qui reste, et comme il y a beaucoup de sujets effectivement qui nécessitent de plus en plus de budget, le paramètre d'ajustement, c'est la route. il peut être réduit à très peu de choses. Il y a un indicateur. Oui. Tiens, récemment, l'État commence, depuis quelques années, l'État se désengage de ses routes nationales. Pourquoi? Tu as vu que beaucoup de nationales, vous avez vu, il y a beaucoup de nationales qui ont changé, qui étaient nationales avant, c'est devenu des départementales. On a transféré la compétence. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est plus l'État qui paye, on a confié ça aux départements. Et on a justifié ça en disant, c'est bien, les départements sont au plus proche de la route, ils établiront de meilleurs constats, ils pourront intervenir plus Ce vite. qui n'est pas complètement ridicule. Non, sur le fait. Non, je veux dire, intellectuellement, c'est exact. Mais quand tu n'as pas les finances, Eh ouais. en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État s'est désengagé, mais n'a pas donné plus d'argent au département. Donc tu ne peux pas faire mieux avec moins. C'est pas Est-ce possible. que, alors, c'est pas de la politique que je fais, c'est du factuel, mais est-ce que le fait aussi qu'on n'ait plus les fameux impôts locaux qui rentrent dans Ah, la la taxe caisse, d'habitation. les taxes d'habitation, est-ce que malheureusement ça dégrève aussi beaucoup le budget que les communes ou les départements alliés au... Non, certainement. Après, c'est une question de gestion de priorité. Bien sûr. Et Pierre, je voulais ajouter un élément qui est pour moi important, c'est aussi la méconnaissance de notre patrimoine, c'est-à-dire aujourd'hui ce transfert de compétences, ok, mais est-ce qu'il y a une réelle connaissance de l'état de notre patrimoine, c'est-à-dire est-ce que ce panneau date d'il y a 10 ans, 15 ans, 25 ans, il y a des moments, les panneaux sont complètement délavés, et pourtant ils sont là. On l'a vu dans l'émission, la durée de vie des panneaux grâce à Gabin. Est-ce qu'on a les budgets? Est-ce que vous pouvez, Ali Adam, vous qui êtes le président du SER, on passe à du CER, syndicat des équipements routiers, est-ce qu'on a les budgets de ce que représente chaque poste? Genre par exemple les panneaux de signalisation. On a une idée, bien évidemment, des 120 000 km de glissières, on a une idée de 120 000 km de glissières en France. Oui, tout à fait. Sur 1 million de kilomètres de voirie. Voilà, alors, ça s'explique aussi beaucoup par les autoroutes. Oui, ce que Ouais, j'allais vous dire. les autoroutes, Ouais. c'est Voilà. 18 Qui elles 20 sont 000 parfaites km. Qui elles sont parfaites en termes de... Ah,
il y a une différence. Tu as le réseau concédé aux sociétés d'autoroutes, où Oui. là, c'est un billard. Oui, C'est Et clair. puis, tu as le réseau qui Un appartient peu, à l'État. Et comme- voilà. ouais. Alors, j'ai une petite équation. Alors, je suis un type très basique. Très basique. Je me dis, il y a 45 milliards de taxes sur les carburants. On nous dit qu'il manque quelques petits milliards pour l'entretien de nos routes. Est-ce qu'on pourrait pas, une idée comme ça, Tim Young, flécher l'argent des automobilistes pour entretenir la route qui permet d'avoir véritablement un retour sur investissement. Imaginons un pays où il n'y a pas de route. On ne va pas au boulot, il n'y a pas d'économie, tout s'arrête. La route est essentielle pour générer l'économie française. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que l'essentiel, on le protège? On en parlait tous les deux en préparant cette émission. J'ai regardé les faits et chiffres. Les faits et chiffres, c'est une base de données mondiale, mais en tout cas, c'est un homme qui fait ça en France, qui s'appelle M. Jean-Jacques Azual, et qui me disait, encore hier au téléphone, on en parlait, il me dit, la route ramène 45 milliards, en gros, tout compris, à l'État, qui n'en dépense que 12. Donc, c'est vraiment une manne financière pour l'État. Contrairement, par exemple, au réseau ferré, SNCF et compagnie, qui ne va ramener que 12 milliards, ou je ne sais plus, j'ai plus les chiffres, 25 milliards, excusez-moi les chiffres si je me C'est trompe, beaucoup de sous. mais qui ne va en coûter que 12 de la part de l'État. Donc en fait, ce que j'essaie de dire peut-être de façon C'est qu'on maladroite, n'a et pas j'en un excuse, retour de c'est l'investissement. que Voilà. nous sommes les vaches à lait. C'est-à-dire que la route remplit les caisses de l'État et que l'État ne réinvestit pas au minimum l'argent. Aujourd'hui, le vrai du faux, c'était aussi quelle solution on peut apporter pour que... Parce qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu. Une route mal équipée, il y a des accidents. Il y a même des morts, il y a des blessés à vie. Tu sais qu'on a une étude qui date, alors parce que c'est le genre d'étude que l'État ne fait pas tous les jours, hein, parce qu'on connaît les résultats. On a retrouvé à 40 millions d'automobilistes une étude qui était dans une proposition de loi qui avait été établie par le Parlement. Elle date de 1995. J'ai rien trouvé de plus récent. Mais bon, l'histoire des accidents de 95, c'était pareil qu'en France, qu'aujourd'hui. En 1995, on disait que dans tous les cas d'accident de la route, l'état de l'infrastructure routière, tout compris, que ce soit les équipements ou l'enrobé, était responsable, faisait partie des causes dans un cas d'accident sur 2. Waouh, la moitié. Ben oui, mais ça paraît évident. Imagine, on arrive dans un virage, il n'est pas annoncé, on ne voit plus le panneau parce qu'il est dépassé et qu'il n'a pas ce côté rétro-réfléchissant qu'on voit sur ce panneau. Je vais essayer de vous Il a pousser dans tous les 25 sens. ans ou plus. Oui, voilà, et donc du coup, il est... Délavé. Tu le vois pas, t'es de nuit. Il pleut un peu, le marquage au sol, on le voit plus, il est totalement effacé. Tu ne vois pas le virage, tu sors du virage. Qu'est-ce qu'on va nous dire? La vitesse. Ah ouais. Ah oui, sauf que la vitesse, peut-être, ok, peut-être, mais peut-être aussi le fait que les équipements routiers n'étaient plus à la hauteur. C'est clair. Un céder le passage, un stop. Est-ce que tu savais, Lolo, tiens, je vais t'en apprendre une, ça c'est incroyable, j'avais vu ça, c'est Ingrid Attal qui m'avait dit ça. Il y a des normes sur le rétro-réfléchissement des peintures pour que ce soit visible. Parce qu'en fait, si ces normes ne sont plus respectées, comment tu peux voir quelque chose qui disparaît? Bah, c'est clair. Ça vous a jamais arrivé de rouler sur une route? Moi, ça m'est arrivé, je vais vous dire, pas plus tard qu'aujourd'hui, dans la capitale. J'ai des vieux marquages au sol, on les voit un peu à contre-jour, ils sont mal recouverts, la route est mal refaite, on voit du marquage au sol, qui a été repeint en noir par-dessus, c'est n'importe quoi. Et au final, tu ne sais plus où tu dois positionner ton véhicule, parce que les voies, elles sont plus affectées. On parlait des pistes cyclables, moi, je vais aussi en annoncer une bonne sur les pistes cyclables. C'est bien de les faire, c'est bien aussi de les entretenir. Hein. Ah ben là, il y a déjà des accidents. Et d'ailleurs, Ah, il y a du boulot. Hein. puisque tu parles de ça, on va parler des solutions, Ali Adam, vous qui êtes le président du SER. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas les moyens d'entretenir les routes qui existent aujourd'hui, alors qu'on a mis des millions d'euros dans la création de pistes cyclables, y compris dans des endroits qui ne sont pas spécialement utiles pour ça, et qu'on est en train de casser toutes les villes, toutes les routes, qu'on refait plus de trottoirs, etc. Donc on est à les budgets. Je ne sais même pas combien ça coûte aujourd'hui, tous les changements d'urbanisme routier. Non, ben, c'est clair que, et je vais parler peut-être des pistes cyclables et on peut parler d'autres sujets. Là, il y a des impératifs politiques qui font que on met en avant telle chose et puis on met à côté autre chose. Donc c'est sûr. Au détriment quand même de Voilà. la santé des gens, hein, de la sécurité. Hein. Je ne vais pas revenir sur le sujet des ZFE. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, On s'apprête à leur dire au revoir. Hein. Ouais. voilà. Alors C'est le seul panneau dont vous êtes responsable que j'aime pas. Mais alors du coup, on ne peut pas exclure que la ZFE, à un moment donné, elle a je coûté suis beaucoup pas mal- d'argent. beaucoup d'argent, et puis je ne suis pas trop mal placé pour savoir que
la question politique, c'était, bah voilà, on va faire ça, qu'est-ce que vous avez comme solution, etc. Mais c'était un impératif politique. Voilà, on est là pour tel mandat, on veut arriver au terme de... On vous en commande moins là, depuis 2 semaines. Voilà. Mais alors là, concrètement, Pas de polémique, mais vous avez raison, aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on les peut faire budgets, ils sont fléchés, pas toujours en fonction des priorités, effectivement, de la sécurité, des mobilités. Parfois, il y a des objectifs politiques, de communication. oui, mais enfin, il y a un moment, il faut arrêter. Est-ce que la vie d'un homme, de nos enfants, de nos mamans, de nos tontons qui empruntent la route au volant de leur voiture, au volant de leur vélo, etc., est donc moins importante, c'est ce que je comprends, que les choix politiques? Il faut se poser la question, c'est une bonne question, avec un impératif aussi, un vieillissement de la population. Ça, aujourd'hui, on parle de rétro-réflexion. Quand on a 20 ans, on ne voit pas la même chose qu'à 50 ou à 70. Donc, à 70, on a besoin d'une efficacité, voilà, la rétro-réflexion, etc. L'interaction des mobilités. Bon, on a parlé des pistes cyclables, mais il y a les piétons. Regardez aujourd'hui dans un carrefour... les cycles qui viennent de droite, de gauche, le passage piéton, le carrefour qui a la priorité, etc. Donc il faut expliquer à tous ces usagers. Expliquer, c'est pas un confort, c'est pour les protéger, pour que chacun sache, je dois m'arrêter, je dois laisser la priorité, je peux passer, pas passer. Autrement, effectivement, Je vais vous raconter 2 histoires. Allez-y. La première, elle nous tient particulièrement à cœur à 40 millions d'automobilistes parce que c'est le décès de 5 jeunes qui sont sur une route du Tarn. Et donc 5 mamans, 5 papas qui se retrouvent, c'est dur. Et nous on les a en ligne parce qu'on a lancé une grande pétition pour demander, alors je dis pas partout, on n'a pas le budget pour mettre 1 million de glissières, évidemment, mais en tout cas pour distinguer les routes qui sont véritablement dangereuses, avec des arbres notamment, on va pas couper les platanes, c'est stupide aussi, mais en tout cas trouver des solutions, quand elles sont possibles, parce que des fois il y a des paramètres aussi qu'on n'a pas, mais trouver des solutions pour faire en sorte qu'on puisse sécuriser ces routes. Je pense aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, tu as une route nationale, un contournement par route nationale qui a été créé donc, par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui a souhaité lancer des investissements routiers pour protéger, parce qu'il jugeait que les routes étaient dangereuses. Donc ça existe encore. Ça, c'est la première priorité. Et ce qui va me gêner aussi, c'est que j'ai l'impression que face à cela, on regarde, on sait, mais on n'agit pas. Et quand je parle à ces mamans qui perdent, il faut imaginer que demain on est tous papa, maman ou grands-parents. Si un jour on a un de nos gamins, peut-être qu'il a fait une bêtise, mais nous aussi on en a fait, non ? Hein ? On en a fait sur la route. Bon, on ne mérite pas la mort pour autant. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, la route qui sauve des vies, c'est vers ça qu'on doit tendre. C'est-à-dire qu'on doit trouver le budget parce que c'est trop bête de mourir sur la route. Alors, la route qui pardonne, c'est ça. La route qui c'est pardonne. beau ça, la route qui pardonne. Bien évidemment. Un excès de vitesse, c'est pas bien, mais on est dans un virage, en flèche, le virage, de nuit, il y a une glissière, bon, on fait une sortie, on est protégé, on est ramené sur la route, on ne descend pas, on ne tombe pas dans le ravin. Donc, il y a cette notion aussi de route qui pardonne, quand l'équipement, parfois juste positionné au bon endroit, permet... Monsieur Adam, on déplace, le sujet est extrêmement passionnant et je pense qu'on pourra revenir dessus sur d'autres rendez-vous dans Roue Libre. Combien il manque ? Quelles sont les solutions? Parfois, pas grand-chose. En expert aussi de la sécurité routière, de la signalisation, on a eu à analyser des accidents, des points, et il a fallu mettre quelques centaines de mètres. Oui, non, mais ça, vous parlez de mètres. Qu'est-ce qui manque en termes d'argent? Non, soyons concrets. Par an, combien il faudrait? Combien il manque d'argent pour que nos routes soient hyper équipées et hyper sécures? Écoutez, aujourd'hui, si je globalise l'activité de tous nos adhérents, de nos professionnels, etc., on estime entre 1,5 milliard à 2 milliards ce qui est réellement dépensé pour équiper les routes, le marquage, etc. Aujourd'hui, on a tendance à perdre 15-20% de ces budgets. Alors qu'on les a. Alors qu'on les a, sauf qu'ils sont fléchés sur d'autres choses. C'est le budget des radars, quoi. Pas que. Mais grosso modo, 1,5 milliard, c'est les radars. Hein. Oui. Les radars plus le stationnement, on y est, on a 2 milliards. Ah oui, t'as raison. Donc en fait, il suffirait de dire, tiens, et si l'argent de la répression routière finançait au moins les infrastructures routières? Ça paraît encore en expert aussi de sécurité, en disant, nos acteurs des équipements, on ne cherche pas
placer plus d'équipements, mais le juste nécessaire, je préfère L'entretenir. un équipement bien placé que 10 dégradés. Et puis entretenir. Voilà. Et entretien. puis faire l'entretien préventif. C'est, Ouais, ça paraît tout à fait. Pierre, à la maison, si vous ne faites rien, pas de travaux, pas d'étanchéité, Non, au mais bout de c'est 10 clair. ans, regardez ce que ça vous coûtera, Eh ben parce voilà. qu'on ne dépense pas aujourd'hui. Et on vous rappelle que la France, qui était numéro 1 il y a encore 18 ans, C'est ça. est passée. Non, il y a 10 ans. Il y a en 2010, oui. En 2010, donc il y a 15 ans, est passé 18e. C'est ça. Sur, Aujourd'hui, on est 18 à 20e. De toute façon, ça se dégrade. on Je s'est pense pas cassé que... la figure. Voilà. Allez, Adam. Je te mets une dernière petit chiffre, après je t'embête pas, mais je le dis. Quand on entretient une route, ça coûte 7 fois moins cher Eh ben oui. que si on doit refaire. Bah oui. Tout est dit. Bah, mais c'est comme les maisons, c'est l'exemple Voilà. que vous donnez pour les maisons. On va devoir en rester là parce que je pense qu'on a explosé les temps, mais c'était vraiment passionnant. Il faudra revenir si vous en êtes d'accord. Merci. Avec bonheur. On va arrêter vrai ou faux, mais vraiment c'est waouh, extraordinaire. Vous savez quoi, on va parler aussi de marquage avec le saviez-vous. Le saviez-vous, et on va donc en profiter puisque nous gardons Monsieur Adil Adam avec nous, le président du SER, syndicat des équipements routiers, par parler de marquage au sol, c'est ça? Ouais, alors le saviez-vous? Bon bah vous, monsieur Adam, je pense que oui. Mais toi Laurence, est-ce que tu savais qu'il y a une route en France dans l'Oise, la RN2, qui est ouverte et des fois fermée, qui sert de site d'expérimentation Ah ben non. à tout ce qu'on peut tester pour les mettre ensuite sur la route? Ah non, je savais pas. Bon alors cette route, c'est une petite route du coup, donc, comme je vous ai dit, qui sert de site de certification des produits de marquage en France géré par l'ASCER. Donc l'ASCER c'est quoi? C'est l'organisme qui gère en France les sites de certification et donc qui bénéficie de structures et d'équipements techniques parmi les plus performants d'Europe. Ouais. Donc c'est vraiment du haut niveau. Donc la RN2, donc comme je vous disais, c'est ainsi le plus grand site européen d'essais routiers de produits de marquage. Elle fait 2 km de long et c'est une 2x2 voies. Donc faut croire que, faut voir quand même, c'est énorme. Et chaque année, grâce à cette RN2, les fabricants ils peuvent alors appliquer 200 à 300 produits dont la mise en œuvre, les performances et la durabilité sont évaluées en conditions réelles. Exact. C'est-à-dire qu'en fait, cette route, vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, mais elle est ouverte au grand public Oui, pour que c'est les ça. produits qui sont testés dessus soient directement testés en temps réel, c'est ça? Et en conditions réelles d'utilisation, puisque c'est des roues qui passent Ouais, c'est ça, ça permet de camions, de véhicules légers, etc. Et par opposition à des solutions plus faciles qu'on peut trouver dans d'autres pays où c'est des manèges en fait en circuit fermé, Ok. donc qui ne reflètent pas l'usage réel de la route et du produit de marquage. Ah ouais, du coup, c'est appliqué sur- vraiment testé en Tout- vrai de vrai, quoi. Tout à fait. Et donc C'est c'est ça. un gage de qualité des productions donc certifiées sur ce site-là, la RN2. Et donc grâce à ce dispositif, les produits testés sur la RN2 sont alors visibles ou non sur la route en fonction des analyses de leurs tests et de leur succès ou non aux tests qu'ils ont subis. Waouh, j'ai appris plein de choses avec toi. Hein. Les panneaux de signalisation, leur étiquette de fin de vie, l'ASCER sur la RN2 et qui fait ses tests en conditions réelles sur une vraie route empruntée. Merci Gaba. Bon, monsieur Ali, Ali Adam, un dernier mot? Non? Non, écoutez, j'insiste effectivement sur le rôle précurseur de la France en termes de route et d'équipement de la route. Depuis les années 60-70, on a un réseau routier qui s'est construit, qui s'évolue culturellement et pratiquement un réseau de qualité. Et j'espère que la France retrouvera Sa première place. Sa première place. Ou en tout cas qu'on va remonter, on va passer la 18e, on va Voilà, remonter. pour arriver à encore. la première place. Oui, parce qu'on On est n'oublie pas. regardé, nos produits s'exportent. Hein. Bien sûr, Bien en évidemment, plus. on parle Ouais. du contexte national, mais nos produits s'exportent aussi à l'étranger. Ils sont regardés, considérés par leur qualité. Et j'aimerais bien qu'on retrouve cette première place. Et juste pour Vous vous l'avez rappeler, voilà, le SER, donc le syndicat des équipements routiers, ce sont les métiers qui s'occupent des panneaux, des produits de marquage, des dispositifs également de ralentissement, de retenue, les feux contrôle, genre les feux dans les carrefours, les balisages, entre autres, et également les murs anti-bruit. Tiens, ça pourra faire l'objet d'un prochain sujet. Merci beaucoup. Très bien. Merci mon Gabin. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et merci aussi à Victorine et à Pierre d'avoir été avec nous. C'est terminé pour ce rendez-vous en roue libre. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas vos commentaires, vos questions, vos réactions, les sujets que vous voulez que nous abordions pendant notre émission, en commentaire sous la vidéo YouTube. À bientôt.